Quand un an après la chute d'Hosni Moubarak, j'arrivais au Caire, les islamistes avaient investi la place Tahrir. Tout un symbole. On y célébrait Dieu, la liberté et la démocratie, mais aussi Ben Laden et le cheikh aveugle Omar Abdelrahman, le responsable du premier attentat contre le World Trade Center en 1993. Les signes de la confrérie des frères musulmans étaient partout. Déjà majoritaire à l'Assemblée, leur candidat, Mohamed Morsi, serait bientôt élu à la présidence de la République. Mais qui sont les frères musulmans? C'est ici en Égypte qu'à la fin des années 20, ils ont inventé l'islam politique. Après la chute du fascisme et l'échec du communisme, incarne-t-il la dernière idéologie universelle et totalitaire du XXe siècle? Parvenus démocratiquement au pouvoir dans la foulée des révolutions arabes de l'année 2011, en Égypte, mais aussi en Tunisie et partiellement au Maroc, sont-ils compatibles avec la démocratie? Pour répondre à ces questions, il me fallait avant toute chose revenir sur leur histoire. J'avais obtenu que leur quartier général flambant neuf m'ouvre ses portes. Une occasion unique. J'y rencontrerai les principaux représentants du bureau de la guidance, le Saint des Saints, composé d'une quinzaine de membres, l'organe dirigeant de la confrérie. Mahmoud Rozlan, le porte-parole officiel. Mohamed Mehdi Akef, l'un des cadres historiques et l'ancien guide suprême de la confrérie. Mahmoud Hussein, ou encore le milliardaire Khaylat Al-Shater, le numéro 2, l'actuel homme fort du bureau de la guidance. À Gaza, je verrai aussi Mahmoud Al-Zahar, l'un des chefs du Hamas, les frères musulmans palestiniens. Et à Tunis, Rached Ranouchi, le leader du parti Ennahda, la branche tunisienne des frères musulmans. En 1924 disparaît l'Empire ottoman, et avec lui le dernier califat islamique. Le cadre territorial, politique et religieux, régi par la loi islamique, qui pendant 14 siècles a rassemblé la communauté des musulmans. Les empires coloniaux achèvent de se partager son territoire. En lieu et place du califat ottoman, émergent des États-nations dont le destin se joue à Londres ou Paris. Au cours des années 20, l'Égypte demeure sous le joug de l'Empire britannique, qui exerce encore son contrôle sur le canal de Suez, la politique et l'armée. Mahmoud Rozlan, le porte-parole officiel de la confrérie que je rencontre au bureau de la guidance au Caire, m'explique comment son mouvement est né du besoin de se libérer de l'impérialisme occidental. Les idées occidentales avaient commencé à envahir le monde musulman, avec la laïcité, le sécularisme, la perte des valeurs morales, etc. Surtout dans les classes les plus élevées de la société. Un fossé a commencé à se creuser entre les classes populaires et les élites. Tous ces facteurs, qu'ils soient politiques, sociaux ou culturels, ont provoqué une volonté de reconstruire les pays musulmans sur une base islamique. C'est dans ce contexte
celui d'une dilution de l'identité arabo-musulmane dans la modernité occidentale, qu'un jeune enseignant crée en 1928 la confrérie des frères musulmans. Il s'appelle Hassan al-Banna. Pour en savoir plus à son sujet, j'interroge Toufik Aklimandos, un islamologue franco-égyptien, sans doute le meilleur spécialiste des frères musulmans. Hassan al-Banna est né en 1906 dans une famille de la petite bourgeoisie provinciale du Delta. Et Hassan al-Banna va être à la fois un horloger, un monsieur ayant une profonde admiration et aussi beaucoup de critiques vis-à-vis du soufisme, un salafiste ou un partisan de la méthode salafiste. Les salafistes s'inspirent de l'intégrité et du mode de vie des salafs, les premiers disciples du prophète Mohammed. Ils s'appuient sur une lecture fondamentaliste du Coran. Dans le cadre d'un projet politique, la méthode est la suivante. En partant d'un seul individu, il est possible d'influencer la société entière. Son diagnostic étant donc la société n'est pas tout à fait musulmane, il faut réappliquer la charia, il faut d'abord réformer l'individu musulman, lui redire qu'il faut qu'il apprenne à se battre pour les valeurs centrales de sa société, lesquelles valeurs centrales sont toutes islamiques et sont l'islam. Après avoir réformé l'individu, il faut réformer la famille. Après la famille, il faut réformer la société. Après la société, il faut réformer l'État et puis conquérir la planète. L'ambition est là dès le début. Grâce à son prosélytisme, prêche, création d'écoles, d'organismes d'entraide ou d'associations sportives, la confrérie se développe rapidement dans le monde arabe. 10 ans après sa création, elle compte près de 2 millions de fidèles en Égypte, soit 2 fois la population du Caire de l'époque. L'imam al-Banna a donc voulu faire comprendre aux gens la réalité de l'islam et a prêché dans ce sens. Et de là, bien qu'il ne fût qu'un homme seul, il faut savoir que l'Égypte compte 4000 villages. Il en a personnellement visité 2000 pour y prêcher sa parole. Parfois à pied, parfois en train ou à dos d'âne. Il s'adressait aux gens, les éduquait, et la nuit venue, il dormait dans les mosquées. Le développement de la confrérie tel que le décrit Mahmoud Rozlan est très certainement mythifié. Un récit légendaire qui prend une forme quasi coranique dont Hassan al-Banna serait le nouveau prophète. Son exemple a poussé ses disciples, les membres de la confrérie des frères musulmans, à se disperser d'Assouan à Alexandrie, dans toute l'Égypte. Leur parole s'est ensuite diffusée au Soudan, vers le Levant, vers la Libye, avant de se propager dans le reste du monde, une génération plus tard. Au point que les frères sont maintenant présents dans 70 à 80 pays autour du monde. Restituer le cadre territorial, politique et religieux du califat avant de partir à la conquête du monde. Voilà le grand projet d'al-Banna. Mais à l'intérieur de ce cadre, quelle société propose-t-il au juste? La réponse se trouve dans son manifeste en 50 points, publié en 1936, le programme politique de la confrérie. Il y dessine les contours d'un nouveau totalitarisme, une théocratie gouvernée par la loi islamique, la charia. Interdire, surveiller, punir en sont les maîtres mots. Il s'agit notamment d'interdire toute mixité dans la société et d'imposer une police des mœurs contrôlée par un parti unique, celui d'al-Banna, celui des frères musulmans. Intrigué par la personnalité du père fondateur des frères musulmans, je m'adresse pour en savoir plus à quelqu'un qui l'a connu au plus près, son frère Gamal, que je rencontre dans sa bibliothèque du Caire. Ce qu'il me dit sur l'éducation des masses ressemble fort aux méthodes d'endoctrinement des idéologies révolutionnaires qu'on a connues au XXe siècle. Hassan al-Banna, que Dieu le bénisse, était mon frère aîné. Il y avait entre nous une complicité forte et en même temps bizarre, puisque ma pensée n'était pas toujours en accord avec celle des frères musulmans.
Mais mon frère Hassan était large d'esprit. Il m'acceptait tel que j'étais, avec mes propres réserves, qui portaient notamment sur la question des femmes, de la liberté et de l'art. Depuis l'origine, la mission des frères musulmans s'est concentrée sur l'éducation. Son slogan était « L'islam comme mode de vie ». Cela signifie que pour Hassan al-Banna, l'islam n'est pas seulement une croyance ou une idée, mais que l'islam concerne tous les aspects de la vie et qu'ils doivent être organisés par l'islam. L'islam est-il pour autant la seule source de l'idéologie des frères musulmans? Pas tout à fait. La confrérie est aussi le produit de son époque. Le fascisme, et particulièrement le nazisme, ont marqué de leur influence la première génération des frères musulmans, comme l'explique l'historienne Ladan Bourouman. La propagande nazie a vraiment formé l'esprit de ces gens-là et a eu beaucoup d'influence. Dans les pays musulmans, le juif n'était jamais quelqu'un de puissant et sournois qui complote. Cette notion de complot et d'une puissance occulte qui veut le contrôle du monde, ça vient vraiment de la grande propagande nazie. Et les liens du Moufti avec les nazis et sa rencontre avec Hitler prouvent qu'il y avait vraiment des relations soutenues, mais aussi idéologiques, qui malheureusement survivent au Moyen-Orient sans que les gens sachent même d'où viennent ces histoires. Le grand moufti de Jérusalem, Mohamed Amin al-Husseini, un proche d'Hassan al-Banna, rejoint Hitler à Berlin en 1941. Après avoir formé des divisions SS musulmanes bosniaques, il exhortera l'Allemagne à la toute fin du conflit mondial à poursuivre le génocide des Juifs jusqu'en Palestine. Après la guerre, l'influence communiste remplace celle du nazisme. Dans les années 30, les frères musulmans sont même dans la structure, dans l'obéissance aveugle aux leaders, etc. C'est des fascistes. C'est vraiment des systèmes et des structures fascistes. Après la Seconde Guerre mondiale, avec la chute du nazisme et la montée du communisme qui faisait partie des Alliés et la propagande communiste, les jeunes sont très attirés vers cette idéologie révolutionnaire, émancipatrice, anticolonialiste, etc. Donc l'islamisme a offert la possibilité de devenir communiste sans devenir athée. En Égypte, l'objectif à court terme de la confrérie des frères musulmans est de renverser le roi Farouk, perçu comme la marionnette de l'Occident. Sa corruption, son mode de vie fastueux, révulse les frères musulmans. Ils constituent des groupes paramilitaires clandestins prêts à en découdre. Conscient de la menace, le monarque égyptien fait interdire la confrérie. En représailles, celle-ci assassine le premier ministre du roi. Shot by a fanatical assassin, a student who felt that the ruler had given away the Sudan and Palestine and had dissolved the extremist Muslim Brotherhood, and therefore deserved to die. Quelques mois plus tard, le 12 février 1949, c'est le fondateur de la confrérie, Hassan al-Banna, qui est abattu par la police secrète du régime. Avec la mort de leur chef, les frères musulmans auraient pu disparaître. C'est alors qu'un nouvel acteur entre en jeu, qui va les remettre sur le devant de la scène, un officier de l'armée égyptienne, le lieutenant-colonel Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser a mené son putsch avec l'aval des frères musulmans, puisque Gamal Abdel Nasser était membre de la confrérie.
À la tête d'un groupe de militaires séditieux, les officiers libres, soutenus par les frères musulmans, Nasser renverse le roi Farouk et s'empare du pouvoir en 1952. La lutte contre l'ingérence occidentale commence. Elle aboutira, 4 ans plus tard, à la nationalisation du canal de Suez. C'en est fini de l'influence britannique en Égypte. Symbole de l'union sacrée, le 3e anniversaire de la mort d'Hassan al-Banna réunit toutes les forces en présence autour de sa tombe. Nasser intègre les frères musulmans dans les instances révolutionnaires issues du coup d'État, en même temps qu'il débauche ses cadres pour affaiblir l'organisation islamiste. Mohamed Mehdi Akef était de ceux-là, l'un des derniers grands témoins de cette époque, guide suprême jusqu'en 2010. Ce membre éminent du bureau de la guidance a accepté de me rencontrer chez lui, dans une banlieue résidentielle du Caire. Quand Abdel Nasser a créé son parti politique, il m'a invité à faire partie de ses fondateurs. J'ai refusé parce que je fais partie des frères musulmans et que j'avais beaucoup de travail au sein de la confrérie. Et je pense qu'il n'a pas apprécié ma façon de lui parler. Après cela, comment dire, il m'observait. Le conseil de commandement révolutionnaire était composé pour moitié de frères musulmans. Mais au bout d'un moment, un conflit a éclaté entre eux sur la question du pouvoir et leur relation s'est détériorée. Le malentendu entre l'armée et la confrérie éclate au grand jour, car Nasser a troqué le projet du califat islamique contre le nationalisme arabe. S'il a été un frère musulman, c'est avant tout un militaire. Son ambition est de faire de l'Égypte la plus grande puissance régionale, un État-nation moderne qui intègre la laïcité occidentale. في سنة 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي. يعني إذا الواحد قال هذا الكلام أنا في رأيي إن كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا أنت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا أستاذ أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة. ما لبستهاش طرحة ليه؟ إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد نفس Les frères se sentent trahis. Le conflit entre nous et Nasser a perduré jusqu'à la soi-disant tentative d'assassinat d'Abdel Nasser au mois d'octobre à Alexandrie. Le 26 octobre 1954 à Alexandrie, alors qu'il prononce un discours radiodiffusé, Nasser est la cible d'un attentat mené par la confrérie. C'est une comédie mise en scène par Nasser. C'était pour lui l'occasion parfaite de se débarrasser de tous les frères, de les exclure totalement de la scène politique, pour mettre en place son règne de dictateur autoritaire. Alors les frères disent que l'attentat, ils ne l'ont jamais ordonné et que c'est un coup monté par la police de Nasser pour avoir un prétexte de sévir.
Les hommes de Nasser qui sont vivants ou qui ont témoigné disent que l'attentat était réel. Je pense personnellement, et j'ai d'excellentes raisons de le penser, je suis sûr de ne pas me tromper, en l'occurrence, que l'attentat a été organisé par les frères et qu'il est une commande de frères. Il a donc organisé cette comédie où aucun mal ne lui arriva. Et il commença l'oppression des frères, exécutant 6 de leurs chefs. Plusieurs dizaines succombèrent à la torture en prison. Des milliers furent emprisonnés. Nasser ordonna la dissolution de la confrérie et la saisie de tous ses biens pour que la confrérie cesse d'exister sous son règne. Au Caire, le quartier général des frères musulmans a été incendié par des manifestants à la suite de l'attentat manqué contre le colonel Nasser, dont le principal auteur, le forgeron Mahmoud Abdel Latif, a été arrêté. Beaucoup d'autres membres de la société secrète des frères musulmans l'ont rejoint sous les verrous. Dans les jours qui suivent l'attentat, 500 frères musulmans sont arrêtés et jetés en prison. Parmi eux se trouve l'intellectuel de premier plan de la confrérie. Son nom, Saïd Qutb. Depuis le début de mon enquête, ce nom, je l'ai partout entendu. Un nom qui sent le soufre. Les œuvres de cet écrivain islamiste étaient encore interdites sous Moubarak. C'est un critique littéraire qui s'est fait plusieurs fois remarquer par une plume brillante, des exposés lumineux. Et il vient de la mouvance libérale, voire laïque égyptienne. À un moment donné, dans les années 40, il prend position sur toutes sortes de questions de société. Et petit à petit, on le sent devenir de plus en plus sensible au message voulant que les maux de la société peuvent être guéris par l'islam. Disons que son discours s'islamise petit à petit. Puis il va aux États-Unis. En 1948, Saïd Qutb part étudier dans une université du Colorado. Il y restera près de 2 ans. Scandalisé par le mode de vie occidental, l'individualisme et l'indécence des femmes américaines, il se plonge dans les textes islamiques. Quand il rentre en Égypte, Qutb intègre la confrérie des frères musulmans et devient en peu de temps sa principale figure intellectuelle. Il radicalise la pensée du fondateur Hassan al-Banna et légitime le djihad offensif pour imposer le règne de l'islam. Le Libyen Noman Ben Othman est un ancien membre d'Al-Qaïda, proche de Ben Laden en Afghanistan. Après les attentats du 11 septembre, il a quitté l'organisation djihadiste et s'est réfugié à Londres. C'est la première fois que quelqu'un a fait le lien entre le djihad et l'essence même de l'islam. Si vous lisez Saïd Qutb dans son intégralité, ce que j'ai fait, vous verrez que l'islam, que ce soit au niveau théorique ou théologique, ne peut exister sans le djihad, c'est-à-dire la guerre physique. La lecture que propose Saïd Qutb, qu'il faut assumer l'idée qui est très contestée par beaucoup de docteurs de la loi, donc c'est une lecture très particulière du Coran, que le djihad offensif est légitime. Que tant que la loi de Dieu n'est pas appliquée, l'humanité est malheureuse, et donc le djihad offensif est valide tant qu'il y a un coin de terre sur lequel la charia n'est pas appliquée. Et ce faisant, on n'agresse pas les gens, on les libère. C'est un djihad, c'est la libération, c'est l'élimination des tyrans. Et pour lui, le djihad offensif est la règle absolue tant que la charia ne règne pas sur la terre. Il faut d'abord créer des avant-gardes, c'est-à-dire des groupes comme Al-Qaïda ou d'autres. Puis le djihad se positionne comme pouvoir révolutionnaire, qui va changer les sociétés, créer des États islamiques, établir des califats islamiques, pour finalement conquérir le monde entier. Saïd Qutb serait le principal inspirateur d'organisations terroristes telles qu'Al-Qaïda. Selon Noman Ben Othman, cela ne fait aucun doute. Saïd Qutb a influencé beaucoup d'individus d'Al-Qaïda. Ils ne l'ont pas tous rencontré,
Mais ses enseignements, ses conférences, ses interprétations, ces concepts ont eu une immense portée. Alors oui, ce groupe a été très influencé par Sayyid Qutb. En 1965, pour le faire taire, Nasser jette Qutb et ses partisans en prison. Tous sont torturés. Qutb, qui a purgé 10 ans de travaux forcés, venait à peine de recouvrer la liberté. Se joue alors entre les deux hommes un bras de fer dont le vainqueur n'est pas nécessairement celui qu'on croit. Maniant la carotte et le bâton, le Raïs tente de rallier l'intellectuel de la confrérie. Il lui propose de devenir son ministre de l'Éducation. Qutb refuse. C'est le statu quo. Pour en sortir, Nasser l'accuse de fomenter un coup d'État et le traîne devant un tribunal militaire. À l'issue d'une parodie de procès, Qutb est condamné à mort. Mais la partie n'est pas encore finie. Le Raïs sait que l'homme fort de la confrérie peut se révéler plus puissant mort que vivant. C'est pourquoi il lui accorde une ultime porte de sortie. Quand peu de temps avant son exécution, la sœur de Qutb lui rend visite dans sa cellule. Elle lui assure que s'il fait appel, il aura la vie sauve. Mes mots seront plus forts si je meurs, répond Qutb. Nasser n'a plus d'autre choix que de le faire exécuter. Ils lui ordonnèrent de rédiger une demande de grâce. Qutb leur répondit: l'index que voici. L'index qui témoigne de l'unicité de Dieu ne rédigera jamais un mot réclamant la pitié d'un dirigeant inique. Soit on me condamne justement et j'accepterai la sentence, soit on me condamne injustement et il me sera alors impossible de demander la grâce d'un tyran. La peine de mort fut donc exécutée. Que la miséricorde de Dieu soit sur lui. Sayyid Qutb est pendu le 29 août 1966, après la publication de son livre « Jalons sur la route de l'islam ». Il y déclare la supériorité de la civilisation musulmane par rapport à l'Occident et la nécessité pour l'islam de régner sur l'humanité entière. L'islam a le devoir de faire respecter le règne de Dieu sur l'univers, écrit-il. Ce règne ne peut être valable que sous l'égide d'un régime islamique établi par Dieu à l'intention de tous les hommes, sans exception. Mohamed Mehdi Akef, qui a bien connu Sayyid Qutb dont il était le disciple, se réclame encore aujourd'hui de son exemple. Gloire à Dieu. Sayyid Qutb est mort en martyr, chez son Dieu, opprimé parce qu'il avait écrit Jalons sur la route, un très grand livre, dans lequel il n'y a rien de répréhensible. Le livre a été édité et vendu dans toutes les librairies égyptiennes. Mais immédiatement après sa publication, le livre a été interdit. Et Sayyid Qutb, condamné à mort. Que Dieu le classe parmi les justes. Oui, Sayyid Qutb est un grand homme. Les gens l'aiment. Et ses livres ont été traduits dans toutes les langues du monde. Grâce à Dieu. Quand il meurt en martyr, une mort qu'il a lui-même voulu, de grandes manifestations ont lieu partout dans le monde musulman pour protester contre le Raïs et faire vivre la pensée révolutionnaire de Sayyid Qutb. Une pensée encore largement majoritaire au sein de la confrérie et qui inspirera tous les groupes du terrorisme islamiste. J'avais compris comment la confrérie était née en Égypte, comment elle s'était ancrée dans l'opposition au colonialisme britannique, au roi Farouk, puis à Nasser. Je me rappelais ce que m'avait dit Roslan. Comment la confrérie avait-elle fait pour essaimer en si peu de temps dans près de 80 pays?
C'est la question palestinienne, qui allait à la fois servir de moteur et de ciment à l'expansion des frères musulmans. Elle qui permettrait à l'islam politique de rassembler au sein d'une même idéologie les groupes les plus radicaux du sunnisme et du chiisme. En 1953, après avoir combattu dans les premières guerres israélo-arabes, les frères musulmans organisent un congrès islamique à Jérusalem qui réunit toutes les tendances de l'islam politique contre l'existence de l'État hébreu. Parmi les invités, il y a le fondateur des Fedaïn d'Islam, qui est une organisation d'obédience chiite, violente, qui a été fondée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en Iran par une infime minorité d'activistes qui veulent un gouvernement islamique. Je pense bien que c'est par les frères musulmans qu'il a été invité. Il s'appelle Navob Safavi. C'est curieux de voir que l'antisémitisme des mouvements islamistes modernes trouve toujours une racine, si j'ose dire, allemande, si j'ose dire. Et Navob Safavi est passé par les écoles laïques, allemandes, techniques en Iran, dans les années de guerre. Intellectuel iranien aujourd'hui en exil, Ramin Parham rappelle quel fut le rôle de Safawi lors de la conférence de 1953. Lui, il vient et devant cette assemblée arabe et musulmane, renverse les données du problème et fait de la question palestinienne une question non pas nationale arabe, mais une question islamique. Ça concerne désormais toute la communauté musulmane. À ce moment-là, c'est véritablement un nouveau discours, c'est véritablement quelque chose d'extraordinaire qu'il fait. Il islamise le discours. Dès lors, la question d'Israël n'est plus une affaire de mauvais voisinage, c'est un sacrilège. Car si l'ensemble de la région est considéré comme islamique, Israël ne peut être perçu que comme un corps étranger. Un obstacle à l'accomplissement du grand projet de la confrérie, la restauration du califat. En 1954, un an après la conférence de Jérusalem, Safawi est invité au Caire par les frères musulmans. Nous avons invité Nawab Safawi, le chef des Fedaïn de l'islam. À cette époque, les frères musulmans voulaient se rapprocher des autres courants de l'islam. Contrairement aux sunnites, les Iraniens chiites ne reconnaissent comme successeur du prophète que la descendance de son cousin Ali, malgré cet antagonisme théologique. Les Fedaïn de l'islam et les frères musulmans partagent la même idéologie, au point qu'ils fusionnent leurs organisations. Les Fedaïn de l'islam seront désormais appelés en Iran Akhwan el-Muslimin, les frères musulmans. De retour en Iran, Safawi tente de faire assassiner le premier ministre du Shah. Il est arrêté, puis exécuté en 1955. Mais le groupe clandestin qu'il a créé lui survit. Quelques années plus tard, ses partisans trouveront en l'ayatollah Khomeini leur nouveau leader. Et c'est la première fois que quelqu'un qui a le statut d'un ayatollah, qui a une légitimité religieuse traditionnelle, va établir des contacts et une collaboration avec des gens qui sont considérés comme des excentriques, dangereux, par l'ensemble du clergé chiite, c'est-à-dire les Fedaïn d'Islam. Et à partir de là, se met en route, étape par étape, les éléments qui vont mener à la République islamique d'Iran. L'influence des Fedaïn de l'islam sur l'ayatollah Khomeini est considérable. Et quand a lieu la révolution islamique en 1979, ce sont les idées de la confrérie qui se retrouvent au pouvoir. Au premier rang desquelles,
celle de Sayyid Qutb. Ces écrits ont une très grande influence, parce que dans la tradition de la pensée religieuse chiite, il n'y a pas de catégorie permettant d'affronter les idéologies modernes. La politique ne fait pas partie de la théologie. Donc, ils commencent tous à traduire dans les années 70 les œuvres de Qutb. Ce qu'avait fait Sayyid Qutb, c'est que désormais, avec lui, avec son nouveau discours, ce n'est plus l'Orient arabe et musulman qui est en retard vis-à-vis de l'Occident chrétien et judéo-chrétien, c'est l'Occident qui est en retard par rapport à l'Orient arabo-musulman, donc ce n'est pas à nous de le rattraper, c'est à eux de nous rattraper. Ça règle beaucoup de problèmes. Quel était le slogan électoral des frères musulmans Al-Islam huwa al-hal, ce qui veut dire en arabe, l'islam est la solution. Dans les discours de Khomeini, la modernité occidentale adoptée par le Shah d'Iran ne produit qu'archaïsme et décadence. Alors que la civilisation, le véritable progrès, seul l'islam peut l'apporter. Une interprétation à la lettre des thèses de Sayyid Qutb. و مملکت را از همه جهات عقب رانده است می‌خواهیم اونها را اصلاح کنیم و به جای شاه یک حکومت عدل اسلامی. L'influence intellectuelle de Qutb a été très grande sur la génération des islamistes qui ont fait la révolution islamique en Iran. Et d'ailleurs, dès qu'ils ont pris le pouvoir, un de leurs premiers réflexes était de faire un timbre à l'effigie de Sayyid Qutb en Iran. On a vu comment la confrérie se trouve à la racine de la révolution islamique en Iran. Quel serait en retour l'impact de cette révolution sur l'ensemble de la région, dominée par un islam sunnite? Je n'allais pas tarder à comprendre, comme l'indique ce timbre à l'effigie du meurtrier d'Anwar el-Sadat, également imprimé par l'Iran, que sans la révolution islamique, l'assassinat du président égyptien n'aurait pas eu lieu. Le 6 octobre 1981, 2 ans après la révolution iranienne, alors que Sadat, qui a succédé à Nasser 10 ans plus tôt, assiste à une parade militaire, 4 islamistes infiltrés dans l'armée mitraillent la tribune présidentielle en criant « Mort au pharaon ». L'attentat fait 7 victimes, dont le président égyptien. Ce que les islamistes reprochent à Anwar el-Sadat, c'est le traité de paix qu'il a signé en 1979 avec le Premier ministre israélien Menachem Begin, devant la Maison-Blanche. En signant la paix avec Israël, Sadat a signé son arrêt de mort. Les frères musulmans réclament la tête du président félon. Mahmoud Hussein, un autre membre du bureau de la guidance que j'interroge au siège de la confrérie, m'explique que les frères musulmans se sont sentis trahis par Sadat, qui les avait pourtant favorisés au début de son règne. Avec la montée en puissance de l'opposition égyptienne, que ce soit les frères ou tous les autres courants égyptiens opposés à cet accord, Sadat a commencé à changer de politique. Les frères refusèrent cet accord et ils le firent savoir. Officiellement, les frères musulmans ont renoncé à la violence. Ce sont donc les nouvelles organisations que l'on appelle désormais salafistes, nées en leur sein au milieu des années 70, qui se chargeront de l'assassinat du président égyptien. Le résultat fut qu'un groupe de la Gamma al-Islamiyya et d'Al-Jihad exécutèrent Sadat. Bien sûr, les frères musulmans n'ont absolument pas pris part à cette opération, car la plupart de nos cadres étaient en prison ou à l'étranger. Le leader des groupes salafistes, le cheikh aveugle Omar Abdelrahman,
émettent une fatwa le condamnant à mort, pendant qu'une autre organisation prépare la révolution sur le modèle iranien. Et donc l'Iran a été véritablement inspirateur. Parce que c'est là que l'Iran montre qu'une poignée de révolutionnaires déterminés, soudés par leur foi dans la théologie politique de l'islam, peuvent prendre le pouvoir. Et d'où ces petites organisations un peu plus radicales et plus violentes qui ont vu le jour dans le giron des frères musulmans. Mais la révolution n'aura pas lieu. Hosni Moubarak, qui a formé son gouvernement après la mort de Sadat, opère un vaste coup de filet dans les milieux islamistes. Leurs organisations sont détruites et leurs leaders incarcérés. Les salafistes responsables de l'assassinat et de la tentative de putsch sont traînés devant les tribunaux. Reste une question. Malgré leur dénégation, les frères musulmans ont-ils participé à l'assassinat du président Sadat? Difficile de répondre, autant que d'y voir clair dans la nébuleuse islamiste qu'ils ont engendrée. Al-Jihad, l'organisation qui a perpétré l'assassinat du président égyptien, a pour leader Ayman al-Zawahiri. Brisé par la torture, il se fait le porte-parole des accusés. Il défie le pouvoir militaire et ses alliés occidentaux dans une diatribe menaçante et prophétique. Ayman al-Zawahiri, celui-là même qui, à la mort de Ben Laden en mai 2011, devient numéro 1 d'Al-Qaïda. Je connais personnellement Ayman al-Zawahiri. Quand nous, étudiants, avons rejoint les frères, il venait prier avec nous à la mosquée. C'était un étudiant extrêmement poli, issu d'une grande famille, un personnage tout à fait innocent, au point que jamais je n'aurais imaginé le voir porter une arme ou pratiquer la violence. Par la suite, j'ai eu la surprise de le revoir au procès Sadat. Et puis, après sa libération et son voyage en Afghanistan, j'ai appris qu'il était devenu un leader d'Al-Qaïda. Ça m'a beaucoup étonné. La figure d'Ayman al-Zawahiri pourrait attester qu'il existe un lien plus qu'idéologique entre les frères musulmans et Al-Qaïda. Pour en avoir le cœur net, je reconstitue son parcours après sa libération en 1984. N'ayant purgé que 3 ans de prison, son implication directe n'ayant pu être prouvée, Zawahiri se rend en Afghanistan prendre part au djihad contre l'URSS. Il est accueilli par Abdullah Azzam, un authentique internationaliste qui organisait le séjour des combattants arabes en Afghanistan. Azzam est le chaînon manquant entre la confrérie et Al-Qaïda. Car ce Palestinien, membre des frères musulmans, est le véritable et méconnu fondateur de l'organisation djihadiste. Si la confrérie condamne aujourd'hui les attentats du 11 septembre 2001, elle considère encore Abdullah Azzam comme l'un des siens. Abdullah Azzam est à l'origine palestinien. Un Palestinien qui a émigré en Jordanie et qui a pratiqué le djihad contre les sionistes qui avaient envahi sa terre. Il est du droit de tout homme de chercher à libérer son pays. Ensuite, quand il est allé en Afghanistan, il faut se souvenir que l'Union soviétique avait envahi une terre musulmane. Il est donc allé libérer la terre musulmane d'Afghanistan de la colonisation russe communiste qui imposait la mécréance par la force.
Par conséquent, je pense qu'on ne peut rien lui reprocher sur la légitimité de ses actions. وكل فاجر وفاسق هؤلاء الآن اليهود والنصارى الذين يتحكمون بالبشرية الأمريكان الإنجليز غيرهم ومن ورائهم أصابع اليهودية العالمية بأموالها ونسائها وإعلامها. Par l'entremise d'Abdullah Azzam, Ayman al-Zawahiri fait la rencontre d'Oussama Ben Laden. Les trois hommes, qui souscrivent à l'idée d'une avant-garde révolutionnaire posant les jalons d'une islamisation du monde, créent bientôt une organisation internationaliste qu'ils nomment Al-Qaïda. Je ne sais pas, in fine, si Al-Qaïda a été soutenu par les frères musulmans. En revanche, j'ai la preuve que les fondateurs d'Al-Qaïda et les idées qui fondent son action proviennent en droite ligne de la confrérie. Cela dit, même si les hommes et les buts sont identiques, la stratégie est différente. Les frères musulmans suivent leur propre logique dans leur quête du pouvoir, qui consiste en une implantation longue, légitimant leur leadership auprès des populations. Pendant les années 80 en Égypte, la confrérie renaît peu à peu de ses cendres. Elle est autorisée en tant qu'association, mais sa constitution en parti politique toujours interdite. Faute de réelle marge de manœuvre sur le sol égyptien, elle se développe dans de nombreux pays de l'ancien califat, comme le Soudan, la Tunisie et l'Algérie. Le projet est de prendre le pouvoir partout où cela est possible, afin de conquérir l'ensemble du monde musulman. En 1989, les frères musulmans algériens Abbassi Madami et Ali Belhadj créent le FIS, le Front islamique du salut qui remporte les élections législatives en 1991. Lorsque celles-ci sont annulées, éclate la guerre civile. Elle fera près de 200 000 morts. يبيح لك أن تطعن في الدين وأن تطعن في العقيدة وأن تطعن في المبادئ. الدين الدولة الإسلام معناه أن هذه الدولة ينبغي أن تكون أحكامها ماشية وفق منهج الدين. En Tunisie, une série d'attentats à la bombe et à l'acide contre des cibles touristiques tente de déstabiliser le gouvernement entre 1986 et 1987. Enarda, la filiale tunisienne de la confrérie, est soupçonnée d'avoir organisé ces violences. Son chef Rached Ranouchi échappe de peu à une condamnation à mort. Je me rends à Tunis pour le rencontrer. Après 20 ans d'exil, Ranouchi est aujourd'hui au cœur du pouvoir issu de la révolution du printemps 2011. Il me reçoit au nouveau siège d'Enarda. En 1987, Ranouchi avait dû fuir la Tunisie. Il avait alors trouvé refuge à Alger auprès du fils, avant de reprendre le chemin de l'exil quand débutait la guerre civile. Il nous a fallu trouver un autre pays de résidence. Nous sommes alors partis au Soudan. Hassan el-Tourabi était l'un de nos amis. Dans les années 70, la mouvance islamiste soudanaise est celle qui a le plus influencé le mouvement islamiste tunisien. Mais je n'ai pas résidé plus d'un mois au Soudan. Je suis ensuite parti m'installer en Angleterre. La prise de pouvoir en pays musulman n'est qu'un volet de la stratégie de la confrérie. Car pour aboutir au but suprême, le califat mondial, il s'agit aussi de s'implanter dans les démocraties européennes et d'y gagner en force en vue d'une islamisation du monde à long terme. C'est une tâche énorme et une position qui consiste à se situer
dans le long terme pour la réalisation de l'intégralité du projet de renaissance d'un État islamique dominant la planète ou d'un califat islamique dominant la planète. Et c'est une vision vraiment à très long terme, ce sont des pragmatiques. Ils savent très bien que l'État islamique ou le califat ne réunira pas le monde musulman en 2 ou 3 ans. Cela dit, je vous signale, puisque je reste sur ce point, que le guide suprême, l'actuel Mohammed Badia, a quand même dit que l'ère de la restauration du califat était devenue proche. La confrérie, qui crée des têtes de pont en Occident grâce à son réseau associatif, gagne rapidement du terrain au sein des minorités musulmanes d'Amérique ou d'Europe. Ainsi, l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, créée en 1983, et dont dépend une 60aine d'associations, organise tous les ans un grand rassemblement qui réunit plus de 100 000 fidèles. Trente ans après sa création, l'UOIF est devenu le premier organisme représentatif des musulmans de France. Ne regarde pas avec les yeux, comprends avec le cœur. Des oreilles avec lesquelles ils entendent. Quand tu entends la nature, c'est Dieu qui parle. Quand tu entends tout ce qui se passe, dans cette relation-là, c'est une... Pendant des années, la filiation entre l'UOIF et les frères musulmans était connue et assumée. Aujourd'hui, les responsables de l'UOIF ne reconnaissent plus ces liens. Ont-ils pour autant cessé? Pas si sûr. En 2012, les conférenciers qui ont été invités à son meeting annuel venus de différents pays étaient tous membres ou sympathisants de la confrérie. En raison de récentes déclarations antisémites, l'une de leurs plus grandes références religieuses, le frère musulman égyptien Youssouf al-Qaradawi, n'a pas été autorisé à s'y rendre. 12 ans plus tôt, dans ce même rassemblement de l'UOIF, il était venu dicter ses recommandations politiques aux musulmans de France. L'objectif, peser le plus possible pour influencer la législation française et convertir en bout de course l'Europe à l'islam. ماذا تعرض من برامج وماذا عندها من أهداف فنرى أي هذه الأهداف أقرب إلى مصالحنا وأنا أقول هذا بالنسبة لمن يريد التضييق على المسلمين والمسلمات يحرم علينا أن نعطيه أصواتنا. En recoupant plusieurs sources, j'ai tenté de relier les différentes représentations de la confrérie au réseau associatif à l'étranger, en distinguant les liens reconnus des liens officieux, avec au centre le bureau de la guidance. Le schéma auquel j'ai abouti m'a donné une idée de la complexité et de la densité du réseau. Mais comment s'articule-t-il? Qui fixe le cap et les objectifs? Depuis toujours, la confrérie entretient le plus grand secret sur sa structure et la désignation de ses représentants. Khayrat al-Shater est aujourd'hui l'homme fort de la confrérie. Membre du bureau de la guidance, ce milliardaire atypique incarne la nouvelle génération. Pressenti pour être le candidat des frères musulmans aux élections présidentielles égyptiennes, il a été invalidé au profit de Mohamed Morsi pour avoir purgé plusieurs peines de prison du fait de son activisme. Quand je le rencontre dans son ancien QG de campagne, il affirme que chaque branche de l'organisation à l'étranger serait autonome. La vision des frères musulmans est représentée dans des dizaines de pays. Mais il n'y a pas de lien organisationnel entre nous, même si nous sommes tous liés idéologiquement les uns aux autres. En résumé, il y a entre nous une base commune, un cadre idéologique global. Mais chaque groupe est libre de l'appliquer à sa manière, dans son pays. Selon Noman Ben Othman, au contraire, l'organisation est extrêmement centralisée. Pendant les 10 ans où il fut membre d'Al-Qaïda, il a fréquenté plusieurs représentants de la confrérie à l'étranger.
Lui prétend qu'aucune décision, aucune nomination n'aurait lieu sans le feu vert du bureau de la guidance en Égypte, le politburo de la confrérie. Les frères musulmans, même aujourd'hui, ne reconnaissent pas officiellement l'existence de leur organisation au niveau mondial. C'est assez bizarre d'ailleurs. Même en Égypte, ils disent « Non, ça n'existe pas, c'est un fantasme ». Mais nous savons bien sûr que ça existe. D'ailleurs, entre 1992 et 1996, alors que Ben Laden et Zawahiri résidaient au Soudan sous sa protection, le puissant frère musulman Hassan al-Tourabi avait ouvertement mis en cause l'hégémonie égyptienne sur le bureau de la guidance. Tourabi était contre l'idée du bureau de la guidance situé en Égypte et qui s'occupe de gérer les affaires des frères musulmans dans le monde entier. Il était contre ça. Il ironisait souvent sur le fait que le guide suprême, depuis la mise en place de ce bureau, il y a des dizaines et des dizaines d'années, est égyptien. Il disait « ça n'a aucun sens, pourquoi devrait-il être systématiquement égyptien ?» Imaginez qu'un membre des frères musulmans soit un véritable génie, mais qu'il soit koweïtien. Pourquoi lui refuser cette opportunité ? Des frères musulmans, je connais désormais l'origine, l'idéologie et les buts qu'ils se sont fixés. Mais je me demande encore quelle est la source de leur longévité, de leur expansion et de cette popularité qui leur a permis de remporter les élections présidentielles du 24 juin 2012 en Égypte. Elle se trouve peut-être dans leur dispensaire du Caire. Le réseau caritatif qu'ils ont mis en place leur a permis de distiller lentement mais sûrement leur idéologie. Car en fait, ils étaient les seuls à s'occuper des déshérités, largement délaissés par le pouvoir corrompu du roi Farouk, puis de l'armée. Accolé à une mosquée, le dispensaire de Choubra dépend de l'une des 500 associations caritatives de la capitale égyptienne, gérée par les frères musulmans. Atem Ateya, un responsable départemental de la confrérie, en est le trésorier. Depuis sa fondation par l'imam Hassan el-Banna, les membres de la confrérie sont issus des villages, des hameaux et des quartiers modestes. C'est par cette diffusion au plus proche des petites communautés que les frères musulmans ont acquis une telle popularité, avant et après la révolution du 25 janvier 2011. Ateya nous ouvre les portes du dispensaire. Une faveur exceptionnelle. Les caméras de télévision, qui plus est étrangères, n'étant pas autorisées à filmer à l'intérieur. Je comprends que depuis l'origine, l'aide sociale et les associations caritatives sont les principaux atouts de la confrérie. Si elles répondent à une obligation religieuse appelée sadaka, elles sont aussi le moyen de réislamiser et de clientéliser les populations ciblées. L'aumône légale est une obligation de l'islam. Je crois qu'on peut dire que mieux vaut être pauvre au Pakistan que pauvre en Inde, pour donner un exemple qui n'est pas égyptien. La société égyptienne est une société très pauvre, mais jusqu'à maintenant, on n'y meurt pas de faim. Ça viendra peut-être un jour. Et on n'y meurt pas de faim parce que, entre autres, le réseau associatif, les réseaux caritatifs musulmans au COP sont extrêmement développés. C'est certainement un de leurs points forts et qui explique leur popularité. Mais c'est aussi un point fort des salafistes. En vérité, le régime de Moubarak avait négligé beaucoup de ses rôles. Les rôles sociaux qui auraient dû être pris en charge par les gouvernements qui se sont succédés ces 60 dernières années. Pendant les 10 dernières années, la société égyptienne ne pouvait plus fonctionner sans l'apport des associations caritatives. Elles étaient le principal support des familles pauvres d'Égypte. Ces dernières ne pouvaient plus vivre sans l'assistance des associations.
La confrérie n'a pas cantonné son influence à la population égyptienne. À partir de la fin des années 70, pour contrecarrer sur le terrain les organisations humanitaires occidentales, les frères musulmans ont élargi leur vocation d'entraide en créant de vastes organisations internationales. A contrario des French Doctors de Médecins sans frontières, elles concentrent leurs actions sur l'Oumma, la communauté des musulmans. Elles sont pilotées par les frères musulmans égyptiens et les pays du Golfe. À entendre certains discours prononcés lors des collectes de fonds, comme ici par le cheikh aveugle Omar Abdelrahman, on comprend que pour certaines de ces associations, les buts recherchés sont autant politiques que caritatifs. وطبعا هم لقد فرض الله علينا الجهاد في سبيل الله فهو من الفرائض التي لا بد من القيام بها ونفتح أراضي الكفار ويمتد الإسلام بالدعوة إلى الله فإذا وقفوا في طريقها كان الجهاد في سبيل الله. L'Islamic Relief Worldwide, créé par deux frères musulmans égyptiens et basé à Londres, est accusé d'inviter des personnalités très radicales à ses collectes de fonds et d'avoir entretenu en 2006 des liens avec le Hamas, considéré comme terroriste par les États-Unis et l'Union européenne. L'un des fondateurs de l'organisation caritative, Essam Al-Haddad, est devenu conseiller de Mohamed Morsi lorsque ce dernier a été élu président de l'Égypte. Officiellement, la confrérie prétend n'avoir aucun lien avec elle. Je vais quand même poser la question à Mahmoud Hussein. Est-ce que l'Islamic Relief appartient aux frères musulmans? Non, il n'y a aucune relation entre cette organisation et nous. Mais lorsque j'interroge Atem Ateya, un militant de base, sa réponse est bien différente. En ce qui concerne les organisations internationales, nous avons l'Islamic Relief, basé à Londres, et quelques autres associations basées à l'étranger. C'est aussi par l'aide sociale que les frères musulmans ont gagné en popularité à Gaza. L'occupation israélienne, de 1967 à 2005, y a été très douloureuse pour les Gazaouis. Pendant plus de 50 ans, les frères musulmans s'y sont implantés en portant secours à une population pauvre, qu'ils ont éduquée à la haine de l'État juif. En 1987, les frères musulmans palestiniens, dirigés depuis Gaza par le cheikh Ahmed Yassine, ont pris le nom de Hamas, la résistance islamique. Ils passeront progressivement à la lutte armée, puis au terrorisme. Mahmoud Al-Zahar, l'un de ses chefs, me reçoit chez lui à Gaza, au milieu d'hommes en armes, sa garde prétorienne. Il m'assure que l'occupation israélienne est la seule cause de la violence. En 1987, nous avons pris le nom de Mouvement de la résistance islamique pour combattre l'occupation. Le djihad vient du mot djoud, qui signifie effort. Cela veut dire qu'il faut accomplir un effort pour résister à l'occupation par tous les moyens. Parmi ces moyens, il y a les moyens pacifiques. La preuve, c'est que le Hamas a résisté pacifiquement à l'occupation pendant toute la première intifada, qui a commencé en 1987 et qui a duré jusqu'en 2000. Après cela, le peuple palestinien s'est retrouvé contraint d'utiliser les armes, en raison de l'échec des moyens pacifiques, tels que les marches, les manifestations, les sittings, les grèves. Pour parvenir à son but, le Hamas a pris les armes, sans pour autant qu'on puisse dire qu'il s'agit d'activités militaires. Il n'empêche que dans les meetings du Hamas, le discours est beaucoup plus cru. لا مكان لكم بيننا ولا مستقبل لكم بين الأمم إنكم إلى زوال. Lorsque tu dis que nous entraînons les enfants à la violence et à la haine, cela n'est pas vrai. D'ailleurs, vous aussi, dans les États européens, vous avez ce qu'on appelle l'éducation civique. شو بدك تسوي لليهود اللي طخوا بابا؟ ايش بدك تسوي لهم؟
أرضنا بدنا احنا نضحي يا صراحة عشان يطردوا من أرضنا أكيد ما هو بدنا يعني نطردهم من أرضنا ما هو إذا ما ردوش بالسلام ولا بالكلمة ولا بالحدوتة لازم بنشخ لما نستشهد من روح الجنة لا تقول علينا صغار من هالعيشة سين أكبر من غير فلسطين شو يعني طفولة من غير فلسطين شو يعني طفولة. Il n'y a pas que dans les programmes pour enfants de la chaîne du Hamas que sont prononcés ces discours de haine à l'encontre des Juifs. Des discours qui dépassent de loin la bataille territoriale ou la compétition religieuse. Ils sont aussi tenus par les représentants du bureau de la guidance au Caire. معركة حياة أو موت مع هذا العدو الصهيوني وهذا الأمريكي الذي يقف سندا له. Comment comprendre cette obsession? Pour les frères musulmans, l'État hébreu représente la tête de proue de l'Occident, mais pas seulement. Émaillé de théories du complot et de racisme, l'antisémitisme y est un puissant fédérateur qui trouve un large écho au sein des populations. ما فعل بهم وإن كان مبالغوا في الأمر ما بلغوا ولكن استطاع أن يعني يوقفهم عند حدودهم وكان هذا أدبا إلهيا تأديبا إلهيا وعقابا قدريا لهؤلاء. Youssouf Al-Qaradawi, prédicateur vedette de la chaîne qatari Al Jazeera. نقول لكم أرسلوهم أرسلوا هؤلاء أبناء القردة والخنازير إلى نار جهنم على أجنحة قذائف القسام. Safwati Ghazi, le prédicateur le plus médiatique de la confrérie en Égypte. Un extrême vous dira que l'islam est fondamentalement anti-juif. C'est faux. Dans les années 20, l'antisémitisme n'existe pas en Égypte. Le monde musulman a souvent été beaucoup plus hospitalier pour les populations juives que ne pouvait être le monde occidental. Après, l'autre extrême est de dire que l'antisémitisme n'est pas une constante de l'histoire musulmane et qu'il se développe et se radicalise au moment où émerge la question palestinienne. Donc dès qu'il y aura une solution satisfaisante à la question palestinienne, il disparaîtra. Cette position me semble aussi trop simpliste. On peut dater le développement d'un antisémitisme délirant à partir des années 30 dans le monde arabe, mais il ne disparaîtra pas, il a acquis sa propre vie. En 2007, le Hamas a remporté les élections. Après s'être débarrassé du frère ennemi nationaliste, le Fatah de Yasser Arafat, il a pris possession de la bande de Gaza. Seul le djihad islamique palestinien, l'autre organisation issue des frères musulmans et financée par l'Iran, est autorisée à y demeurer. Khaled Al-Bach, un dirigeant du djihad islamique palestinien, accepte de me rencontrer dans la chambre d'hôtel que j'occupe à Gaza. Il se revendique tout autant de la confrérie que de la révolution islamique en Iran. Tout d'abord, le mouvement du djihad islamique constitue le prolongement du mouvement des frères musulmans. Quant à l'Iran, après la victoire de la révolution islamique dans les années 70 du siècle dernier, il y a eu l'amorce d'un grand élargissement islamique, partant du fait que quelqu'un avait pu vaincre un État, créer un État islamique, chasser le colonialisme et changer le mode de vie en Iran. Dans l'esprit d'un frère musulman, la paix avec Israël n'est pas une option. Seule une trêve de plus ou moins long terme peut être envisagée. Hassan Balawi, un historien du mouvement national palestinien, membre du Fatah, et le fils d'un fondateur de la confrérie en Palestine, m'explique que les frères musulmans s'inscrivent dans une temporalité différente de la nôtre. C'est-à-dire qu'eux, ils ont leur propre concept. Pour les islamistes en général, Israël représente une sorte de nouvelle croisade. Les croisades ont duré pendant 200 ans, pendant 2 siècles, et pendant ces 2 siècles, des dirigeants islamistes tels que Saladin faisaient de temps à autre des trêves. Et pour les islamistes, la notion de temps, c'est
c'est pourquoi être pressé? Donc on peut conclure une trêve ou une entente ou une paix, appelons qu'elle veut, 1 an, 2 ans, 3 ans, 50 ans. Il y a 20 ans, l'Union soviétique était un grand État. Aujourd'hui, il n'y a plus d'Union soviétique. L'Amérique est un grand État maintenant. Je suis sûr qu'un jour, il n'y aura plus d'Amérique. Dans 50 ans, peut-être avant, peut-être après. Les facteurs changent. Il y a des choses constantes et des choses qui évoluent. Ce qui est constant, c'est le droit. Et ce qui évolue, ce sont les rapports de force et le changement des États. Il y a 60 ans, Israël n'était pas Israël. Aujourd'hui, il y a Israël. Mais je ne sais pas si dans 20 ans, dans 100 ans, il sera encore là ou pas. Khaled Al-Batch a raison. Le rapport de force peut changer à tout instant. Et les révolutions arabes du printemps 2011 l'ont clairement modifié. S'ils ne les ont pas vus venir, prenant le train des révolutions en cours de route, les frères musulmans en ont été les principaux bénéficiaires, du fait de leur popularité, de leur probité, et parce qu'ils représentaient la force politique la mieux organisée. À la faveur des élections populaires, ils ont raflé la victoire par les urnes partout où avait soufflé le vent de la liberté. En Égypte, en Tunisie et plus discrètement au Maroc, dans un monde islamique qui a déjà majoritairement introduit des articles de la charia, la loi islamique, dans ses législations. Maintenant qu'ils sont aux commandes, que vont-ils faire de leur pouvoir? Ils ont la réputation d'être autant idéalistes que pragmatiques. Alors peuvent-ils évoluer, par exemple, sur la question des femmes et de la liberté d'expression, pour être mieux acceptés sur la scène internationale? Peuvent-ils rompre avec la doctrine de leur fondateur Hassan al-Banna, qui prônait la charia et une police des mœurs contrôlée par un parti unique? En Tunisie, la révolution a porté au pouvoir la coalition dominée par les frères musulmans d'Ennahda, dirigée par Rached Ghannouchi. Les frères musulmans y doivent leur succès électoral à des décennies d'opposition à la dictature de Ben Ali. Mais selon Ghannouchi, leur popularité vient surtout de leur projet politique, instaurer la charia. L'islam représente un terrain fédérateur pour tous les Tunisiens. Tous les partis, qu'ils soient islamistes ou laïcs, convergent pour dire que l'islam est une identité nationale pour l'État tunisien. Un point de vue que ne partage pas Emna Menif, une militante démocrate et laïque. Elle affirme que les frères musulmans ont dévoyé la religion en instrumentalisant l'islam à des fins politiques. Il y a un amalgame très grave qui se fait entre l'islam, et je ne parle pas d'islam modéré, parce que l'islam est par essence modéré, et c'est courants islamisants qui instrumentalisent la religion à des visées politiques, à des visées de pouvoir, et qui ont une vision du pouvoir et de l'État qui est en contradiction, pas seulement avec la modernité et avec l'évolution de l'humanité, mais également qui sont en totale opposition avec les valeurs, les vraies valeurs de la religion musulmane. Et nous n'avons absolument pas besoin d'eux pour nous apprendre les vraies valeurs de notre religion. Après leurs succès électoraux, les mouvements islamistes se sont en quelque sorte répartis les tâches. Aux frères musulmans, l'imposition de la charia par des réformes législatives, aux salafistes, financés par les pays du Golfe, l'agitation et les violences de rue, contre la liberté d'expression, les femmes, les intellectuels, les médias. Mais au fait, quelle différence y a-t-il aujourd'hui entre les frères musulmans et les salafistes? Il n'y a pas de grande différence entre les doctrines. Nous, les frères musulmans, dès le début, nous avons dit qu'il fallait bâtir l'être humain sur une base islamique, mais aussi la famille, la société et le gouvernement. Selon Mohamed Nour, porte-parole d'un parti salafiste, la différence est tout aussi ténue. Pour les salafistes, la priorité est l'éducation de ses membres et le prêche, bien avant le réseau et le parti politique. C'est un courant de pensée, bien plus qu'une organisation structurée. Au final, le but suprême pour les frères musulmans, les salafistes ou pour tout courant islamiste, est de réaliser la pensée islamiste sur le plan mondial.
À la Ménouba de Tunis, le recteur de l'université, opposé au port du voile intégral dans sa faculté, s'est fait molester à plusieurs reprises dans l'indifférence des pouvoirs publics. Aujourd'hui, c'est sur des réalités que nous contestons Ennahda et que nous pouvons souligner son double discours. Et donc nous sommes dans le devoir de le dénoncer et de le rendre public et de révéler vers quoi il est en train de mener la Tunisie. En Égypte, afin de pérenniser leur pouvoir, les frères musulmans doivent montrer patte blanche à l'Occident et faire revenir les touristes. Une nécessité vitale pour ce pays. Le vocabulaire a donc été revu et corrigé. On ne parle plus du califat islamique, mais des États-Unis arabes. Pourquoi acceptons-nous votre terminologie d'Union européenne, alors que nous pourrions l'appeler le califat européen ? Aujourd'hui, nous parlons de relations entre des pays qui ont la même nature et qui doivent être compatibles avec le monde dans lequel nous vivons, au même titre que l'internationale socialiste, l'Union européenne, l'ASEAN, le G8 ou le G20. Sont-ils ou ne sont-ils pas des groupes qui ont la même vision du monde ? Il est donc normal que nous nous regroupions de la même manière quand il y aura des pays qui partagent les mêmes références islamiques. Mais lors des meetings de l'entre-deux tours qui ont porté Mohamed Morsi à la présidence de la République, j'avais pu remarquer que le langage était moins feutré. على يد الدكتور محمد مرسي ومن معه من إخوانه وجماعته وحزبه رأينا الحلم الكبير الذي نحلم به جميعا الولايات المتحدة العربية الولايات المتحدة العربية ستعود إن شاء الله ستكون عاصمة الخلافة ستكون عاصمتنا ليست القاهرة ولا مكة ولا المدينة وإنما القدس إن شاء الله وسيكون هتافنا على القدس رايحين شهداء بالملايين على القدس رايحين شهداء بالملايين على القدس رايحين شهداء بالملايين القدس من عيون كل اليهود طيار النعاس يلا يا عشاق الشهداء كلكم حماس انسوا العالم كل العالم وانسوا المؤتمرات شيلوا سلاحكم صلوا قيامكم شيلوا سلاحكم صلوا قيامكم وادعوا رب الناس وادعوا رب الناس. Après le printemps des révolutions, les pays arabes, tout comme la confrérie, sont à la croisée des chemins. Les frères musulmans poursuivront-ils le rêve de la reconstitution du califat jusqu'à l'objectif final d'un État islamique mondial? Ou bien, face aux réalités politiques et aux difficultés économiques, ils évolueront vers le pragmatisme et les valeurs démocratiques. Le combat entre laïcs et islamistes, qui éclate au grand jour dans le contexte nouveau de démocratie balbutiante, ne fait que commencer. Les laïcs finiront peut-être par l'emporter. À l'heure où je parle, la dynamique est du côté islamiste, et il est encore trop tôt pour les pronostics. Quoi qu'il en soit, à l'issue de cette enquête, l'impression que m'a laissée la confrérie est à l'image de l'accueil que m'a réservé Mohamed Mehdi à Kiev, malgré son sens de l'hospitalité, pas vraiment rassurant. Voyez les frères musulmans en Égypte et hors d'Égypte. Quelqu'un a-t-il réussi à étouffer leur voix? Quelqu'un a-t-il réussi à les vaincre? Regardez le monde musulman, les populations du monde islamique, leur pauvreté, l'oppression de leurs dirigeants. Elles conservent leur religion, leurs croyances, leurs valeurs, face à l'Amérique, face à l'Union européenne, face aux sionistes et à tous les comploteurs contre l'islam. Grâce à Dieu.
Je vous remercie pour cette rencontre et je souhaite que Dieu vous aide à transmettre notre message au monde entier. Et nous demandons à Dieu pour nous et pour vous de rester en bonne santé.